mon grand-père, donc c'était l'éditeur, c'était mon héros, donc je voulais toujours être avec lui, je le suivais partout et il m'a amené souvent en promenade dans les librairies et puis il m'a dit prends les livres que tu veux. C'est le paradis, non? C'est le rêve des enfants. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à lire. Et ensuite, je me souviens, j'aimais toujours commenter les histoires des autres. Et donc, quand je lisais, par exemple, le livre pour enfants, parfois même illustré, j'ajoutais les commentaires. Et ma mère, je me suis fait gronder par ma mère, qui disait, ouais, non, mais on n'écrit pas. Mais pour moi, c'était annoté. Et peut-être, je pense que c'est comme ça que je continue toujours à écrire, en fait, recevoir la voix des autres, tu sais, avec plusieurs voix qui me sont offertes. Machinalement, mon crayon, je mâchonne quelques mots à la gomme. Je griffonne, aussi vierge que moi est ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée. Vous écoutez Assez parler, le podcast de l'école Les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je vous présente un épisode hors série de notre podcast consacré à Ryoko Sekiguchi. Cet épisode a été enregistré en public le 21 septembre 2022 à l'école Les Mots dans le cadre d'une masterclass. Pendant 1 heure, j'ai demandé à Ryoko Sekiguchi de nous raconter sa trajectoire dans son rapport à l'écriture et pendant 30 minutes, les personnes qui étaient présentes ont pu lui poser des questions mais aussi se livrer aux exercices d'écriture que Ryoko a proposés. Je vous laisse écouter cette masterclass comme si vous y étiez. Je commence, vous êtes tous bien installés? Alors bonsoir à toutes et tous, merci d'être avec nous pour cette masterclass avec Ryoko Sekiguchi. Bonsoir Ryoko. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre rapport à l'écriture depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et on va proposer dans la deuxième partie de cet échange des exercices aux personnes qui sont présentes ce soir, exercices d'écriture auxquels vous êtes amenés à participer et vous mettre à l'épreuve en direct avec des réactions de Ryoko à ce que vous écrivez si vous avez envie évidemment de nous lire vos créations. Ryoko Sekiguchi, vous êtes écrivaine, poétesse, essayiste, traductrice dans les deux sens, japonais-français, français-japonais, et directrice d'une collection dans une maison d'édition. Vous êtes née à Tokyo, vous y avez étudié le journalisme. Ensuite, vous avez poursuivi vos études à Paris avec un doctorat de littérature comparée et d'études culturelles. Vous dites aussi que vous êtes venue vous installer en France par amour de la cuisine. En tout cas, vous n'êtes plus jamais repartie ou presque. Vous êtes l'autrice de plus de 20 livres, presque tous parus aux éditions POL. Et vous avez eu plusieurs périodes, comme un ou une artiste, la période poésie, la période prose, japonaise, française, la période qui mêle un peu tous ces ingrédients avec un assaisonnement culinaire qui vous est propre, qui ne ressemble à personne d'autre, c'est votre spécialité. Votre premier livre est paru en japonais en 1993, Cassiope P.K. Vous l'avez amené ici, vous pouvez peut-être nous montrer un peu à quoi il ressemble. Les personnes qui écoutent le podcast ne verront pas, mais on peut le décrire peut-être. C'est les 10 feuillets de A2 qui sont pliés et qu'on peut déplier. Et donc, c'est en 3D. Donc, c'est en 3D. D'une autre époque. C'est ça, ce qu'on appelait la 3D à l'époque. C'était donc un recueil de poésie et c'était donc, on le voit, un livre-objet. Alors, votre livre le plus récent s'appelle 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. Il est paru en 2021 chez POL. Et on va en parler, et vous participez de plus en plus régulièrement en tant que poétesse à des performances avec des artistes et des chefs cuisiniers. Vous dites parfois que vous êtes traiteur littéraire parce que vous inventez des mets qui vont avec des élans poétiques.
Donc en un mot, vous êtes une écrivaine hors genre, éprise de liberté. Personnellement, je vous lis depuis plusieurs années, vous le savez, et je vois les fils rouges de votre œuvre qui se tissent, se rejoignent et se renforcent en fait, comme si votre personnalité d'écrivaine s'affirmait de plus en plus clairement. Est-ce que vous le sentez aussi ? Comment accompagnez-vous ce processus ? Est-ce que vous avez toujours su quel genre d'écrivaine vous vouliez être ? Ce sont un peu les questions qu'on va vous poser ce soir. Et je termine cette longue introduction en me présentant. Je m'appelle Lorraine Malka et j'ai le plaisir d'animer le podcast Assez parlé de l'école Les Mots depuis bientôt 3 ans. Première question, Ryoko. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez cherché à inventer une histoire ? Oui, je me souviens. C'était un exercice difficile, hein, parce que quand j'étais petite, je pensais pas devenir justement écrivain et les histoires, raconter les histoires, inventer les histoires, c'était pas ma tasse de thé. Et mais bon, je voyais mes amis donc qui aimaient bien aussi lire, écrivaient, essayaient de décrire dans leur carnet des histoires de renards et des ours et les lapins et tout. Et donc, je pensais que je devais faire comme elle. Et puis un jour, justement, j'ai essayé. Je commençais à écrire. J'ai ouvert le carnet que ma mère m'a offert. Et puis, très beau carnet. Et puis, je commençais à écrire la première phrase. Donc, le renard est rentré à la maison. Bon. Et puis, je me suis demandé, ce renard, où est-il ? Mais c'est-à-dire que c'est la question de la fiction. Je ne pouvais pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Et puis la deuxième phrase ne venait pas et puis j'ai arrêté. C'est comme ça que je suis devenue poète et non pas la romancière. Non mais c'est vrai, même aujourd'hui je lis beaucoup de romans, mais chaque fois ça reste un mystère de voir les personnages apparaître. Ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et je crois que vous aviez aussi un grand-père qui vous a fait découvrir beaucoup de choses. Oui. Est-ce qu'il a joué un rôle dans votre envie de devenir écrivaine ? Oui, alors d'abord envie de devenir lectrice, ce que j'ai devenu très très vite parce que mon grand-père, donc c'était l'éditeur, c'était mon héros, donc je vais toujours être avec lui, je le suivais partout et il m'a amené souvent en promenade dans les librairies. Et puis il m'a dit achète, prends les livres que tu veux. C'est le paradis, non? C'est le rêve des enfants. Enfin, en tout cas le mien. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à lire. Et ensuite, je me souviens. Mais quand même, si je n'inventais pas les histoires, j'aimais toujours commenter les histoires des autres. Et donc, quand je lisais, par exemple, le livre pour enfants, parfois même illustré, j'ajoutais les commentaires. Et ma mère, je me suis fait gronder par ma mère qui disait ouais non mais on n'écrit pas, mais pour moi c'était annoté dans le livre et peut-être je pense que c'est comme ça que je continue toujours à écrire, en fait, recevoir la voix des autres, puis insérer, les tisser avec plusieurs voix qui me sont offertes. Et c'est vrai que ça vous correspond très bien. Et à quel moment vous vous êtes lancée pour la première fois ? Je pense qu'il y a d'abord la première fois où j'ai compris, que j'ai vu qu'il y a une autre langue que le japonais. Ça a l'air très banal, même bizarre quand on habite peut-être en France où il y a déjà, on est entouré, selon les milieux déjà en petite enfance, plusieurs langues. Alors qu'au Japon, j'étais élevée dans une famille japonaise, dans un milieu mais vraiment japonais, ce qui est le cas de beaucoup de Japonais. Et donc, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'est qu'une langue étrangère et au début je ne comprenais pas. Je me souviens que j'ai posé la question à mon père en anglais qu'est-ce que sera mon prénom
Et donc, je pensais que les noms propres aussi se traduisaient, parce qu'il y a aussi le cas de certaines civilisations aussi, mais et aussi par la littérature étrangère. J'aimais beaucoup lire les romans pour les enfants, et parfois, par exemple, dans Mille et une nuits, on traduisait Assalamu alaikum. Enfin, et aussi parfois Mary Poppins. On traduisait aussi mon petit chou, mon lapin, Sa Majesté. Et je ne comprenais pas ce qu'il vient faire ce lapin. Et parce que il n'y avait pas dans notre culture d'appeler quelqu'un par de cette façon-là. Mais je pense que c'est ce genre de différence en fait culturelle apportée par la traduction qui fait sentir aux enfants la présence d'une autre langue. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est encore très présent dans ce que vous écrivez en fait. Les différences entre les langues, ça apporte énormément. Enfin, je pense à Lettres dans ce livre qui est un recueil de lettres aux jeunes poétesses. Ryoko Sekiguchi, vous adressez une lettre à une future jeune poète à qui vous dites qu'elle doit essayer en tout cas de trouver la liberté d'écriture, et vous trouvez une image magnifique qui est de dire il faudrait inventer une quatrième personne. Donc on n'est pas obligé de parler en tant que je, tu ou il ou elle ou nous. Il faudrait inventer une quatrième personne qui serait par exemple n'importe quel objet de la nature. Et vous dites que la quatrième personne existe dans une autre une langue dans la langue aïnou, ça existe. Voilà. Ouais. Et donc c'est par exemple l'arbre qui parle ou un objet qui parle, c'est extraordinaire. Et vous dites ça existe dans d'autres langues, donc on devrait s'autoriser cette liberté. Alors est-ce que c'était une liberté que vous cherchiez déjà quand vous étiez enfant et que vous aviez envie d'écrire vos premiers élans d'écriture poétique? Je pense que c'est vrai qu'on peut appeler ça la liberté, et que je pense que je peux dire que j'écrivais pour être... C'est vrai, de plus en plus libre, mais en même temps, je peux aussi dire que c'est une évidence. Enfin, ce n'est pas une liberté qu'on gagne, mais que ça doit être comme ça dès le début. À 17 ans, vous avez reçu un prix littéraire au Japon pour vos poésies. Est-ce que c'était vos premières poésies? Comment ça s'est passé? Vous avez été du coup primé très très tôt. C'était les premières fois que vous écriviez, que vous lanciez dans l'écriture? Oui, alors au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque maison d'édition a un magazine littéraire. Et c'est là où d'abord les textes élus sont publiés, et ensuite, à la fin de l'année, il y a un prix. Et j'ai écrit un poème presque, pour la première fois de ma vie. Donc c'était la première tentative. Ah oui. J'ai envoyé. Et il a été pris, et donc j'ai vu pour la première fois le poème publié. C'était mon premier poème, et c'était le poème qui était tout de suite publié, et j'ai pris goût. Je me suis dit waouh, c'est pas mal de voir. Et après, donc c'était la revue mensuelle. Donc le mois suivant, j'ai écrit un poème, un autre poème. Je me disais que c'est pas la peine d'en écrire 12 parce que de toute façon on en publie qu'un. Et ma foi, en fait, le hasard a fait que ça a été toujours pris. Et à la fin de l'année, j'ai reçu le prix de la poésie. Qu'est-ce que c'était comme genre de poésie? Vous vous en rappelez? Oui, c'était... moi, je faisais toujours des poèmes très formalistes, très... très... Je me créais des règles, des cadres... très abstraite, et d'ailleurs donc comme j'écris dans Lettres aux jeunes poétesses, ça posait des problèmes au Japon à l'époque, parce que les femmes poètes devaient écrire sur leur amour, sur leur
enfin, j'étais trop jeune pour avoir des enfants, mais enfin c'est pour la vie quotidienne, alors que non, pas du tout. C'était un truc abstrait, très voilà. Donc c'était. J'ai eu quelques problèmes après, mais au début j'ai eu la chance justement d'avoir cette année-là. Où j'ai commencé à écrire, d'avoir les jurys qui acceptaient cette liberté. Ce qui était, oui, très rare, donc parce que vous dites effectivement dans ce livre que à l'époque, au Japon, la poésie féminine, ce qu'on attendait, c'était des sujets de femmes d'intérieur, quoi, et pas un travail sur la langue et sur la forme. Et vous, du coup, donc c'était abstrait, mais est-ce que vous diriez que ça partait un peu comme ce qu'on va faire ce soir, de contraintes? Comment vous écriviez? Est-ce que ça partait d'une idée, d'un mot, comme ce que vous faites parfois, je crois, pour vos livres? Je pense qu'il y avait, moi je me considérais comme une sorte d'auteur, de partition, de chorégraphie. Donc, à imaginer, par exemple, plusieurs voix ou bien plusieurs personnes qui se déplacent en même temps. Et alors, comment on compose ce mouvement, par exemple, simultané dans un espace. Parce que je pense qu'il y avait l'idée de polyphonie et que comment les livres écrits de façon, disons, habituelle ne peut transmettre qu'une seule voix. Et que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui parle en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, bien sûr, là, c'était une idée un peu puérile, un peu naïf, mais je voulais faire en sorte qu'il y ait plusieurs voix qui parlent en même temps. Et alors après, il y a eu l'apprentissage du français. Qu'est-ce que ça a changé dans votre écriture et peut-être même la venue à Paris? Je pense que la présence d'une autre langue que le japonais était vraiment vitale pour moi. Et je pense même que s'il n'y a pas ce rapport avec plusieurs langues, donc que ce soit le français, le français, je dis pas que c'est un hasard, mais c'est vrai que je me suis bien entendue avec cette langue, mais ça pouvait être le turc, ça pouvait être le chinois, mais il me fallait une autre langue. Vous vouliez écrire dans une autre langue? Non, pas depuis le début, mais je voulais avoir un rapport très intime, très profond. Donc c'est aussi pour ça que avant même de devenir écrivain de l'expression française, je commençais à être d'abord traductrice. De vos propres livres et ensuite de très grands auteurs comme Jean Echenoz, Emmanuel Carrère. Oui, et puis aussi déjà, enfin quand j'étais au Japon, je commençais à traduire de façon, bon bien sûr, c'était des petits textes alimentaires, mais en même temps, j'étais toujours fascinée par ce rapport qu'entretient le traducteur avec la langue. Ah oui, d'ailleurs, quand j'étais en licence, j'ai appris la langue d'œil. Il me fallait toujours une autre langue. Et vous sauriez dire, par exemple, si quelqu'un parmi nous se dit, tiens, pourquoi pas en fait apprendre à traduire pour exercer mon écriture différemment, comment vous expliqueriez ce que ça a changé dans votre rapport à l'écriture? Oui, alors il n'y a que des choses bénéfiques, parce que je pense que je recommandais à tout le monde de faire déjà c'est très, peut-être le mot n'est pas juste, mais c'est vrai que enfin il y a un côté jouissif de traduire. J'adore traduire et parce que on peut, enfin traduction c'est ça, le travail de traduction s'apparente à celui d'un comédien. On peut devenir quelqu'un d'autre, parce que quand on est écrivain, on est toujours limité dans le lexique, il y a des tournures qui reviennent tout le temps. On est quand même coincé dans notre corps. On ne peut pas avoir deux corps, même si, enfin, un écrivain aussi génial qu'il soit, il ne pourra jamais avoir un deuxième corps. Alors que quand on est traducteur, on peut être un petit garçon, un vieil homme, un étranger. C'est extraordinaire. Et on peut vraiment, pas seulement, enfin c'est beaucoup plus profond que
de lire un livre, quand on traduit un livre, même de façon, je pense que, non pas pour le travail, mais même vous pouvez essayer de traduire vraiment, il y a une autre porte, on voit une autre porte cachée qui s'ouvre. Parfois, on remarque même les fautes de l'écrivain, donc c'est un exercice, mais vraiment super pratique aussi. De prendre corps du style des autres. Et ça, c'est pour le style des autres, mais alors traduire vos propres œuvres, comme vous l'avez fait avec Calque. Ouais. Alors oui, ça c'était au début par la nécessité, parce que j'avais le stock déjà en japonais, des poèmes. Je me disais que c'est un peu dommage de ne pas le traduire en français, mais aussi même avec ces deux langues, j'avais eu toujours un rapport mouvante et changeante, parce que après il y avait une époque où j'écrivais toujours le même texte en deux langues simultanées. Et donc, c'est sorti donc un livre de poèmes de poésie en japonais et puis en français. Et j'écrivais toujours donc en deux langues des textes comme ça avec plein de trous dans chaque langue. Et puis après je remplissais même encore une fois comme le puzzle. Et ensuite après j'écris directement en français, donc ce qui est une autre époque. Voilà. Tout un challenge. Et ça, comment ça s'est passé? C'est à partir de quel livre que vous avez commencé à écrire directement en français? Alors c'est à partir de Ce n'est pas un hasard, paru en 2011, suite à la triple catastrophe de tsunami, de tremblement de terre et d'accident de la centrale nucléaire. Il y a une urgence. Et c'est aussi le moment où je suis passée de la poésie en prose. Donc j'ai... De la poésie à la prose. Ah oui, de la poésie, ouais. Donc j'avais l'impression de réapprendre, mais vraiment de zéro. J'étais comme une sorte de débutante à l'écriture. À la fois, vraiment, je ne savais pas comment écrire une prose, mais en même temps, il y avait encore une fois la liberté de recommencer de zéro, de se dire qu'on peut devenir toujours à n'importe quel moment un autre écrivain. Mais si je comprends bien, ce qui s'est passé au Japon cette année-là, donc en 2011, je crois, a été un tel choc pour vous que vous avez eu besoin vraiment là ça a été un virage dans votre rapport à l'écriture, quoi. Il fallait entièrement changer, avoir une nouvelle langue pour exprimer votre émotion et une nouvelle façon d'écrire, donc la prose et plus la poésie. Oui, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté aussi de dire que ce n'était plus mon émotion, c'était plus ce que je voulais écrire. J'étais pris par une sorte d'urgence de devoir retransmettre les petites voix qui ne passent mal lors d'une catastrophe. Et il y avait beaucoup aussi à ce moment-là de clichés sur le Japon qui sont réapparus en France. Et donc c'était une sorte à la fois, c'est mon livre, mais aussi j'ai l'impression que c'est un livre collectif. Et depuis, j'ai l'impression de toujours de faire des livres collectif avec les autres, et pour cela je pense que le terrain de la prose, et d'ailleurs que j'appelle plutôt l'essai, était propice, parce que j'aime bien dire essai, malgré le fait qu'aujourd'hui l'essayiste n'a pas une connotation forcément glamour, quand je dis que j'ai écrit un livre d'essai, on rectifie toujours de la prose vient le l'écrit poétique, non, l'essai, parce que dans l'essai, il y a le geste de essayer, tâtonner. Je suis pas sûre au moment où je commence ce que j'allais écrire, c'est justement en parlant avec les gens, en écoutant les gens, que j'avance. Donc je pense que l'essai me convient très bien. Alors justement, ce doute-là, parce que finalement, ce que vous dites, c'est donc cette écriture collective, effectivement, ça définit très bien vos livres à partir de Ce n'est pas un hasard. Mais vous disiez aussi tout à l'heure que vos premières poésies, vous aviez envie de faire entendre ce qu'on entend quand tout le monde parle en même temps. Donc il y avait déjà de ça. Est-ce que
À un moment, quand même, vous vous êtes senti un peu bloqué par cette urgence à trouver une nouvelle façon d'écrire tout en gardant votre personnalité d'écrivaine et puis de raconter ce que vous compreniez de ce qui était arrivé au Japon. Est-ce que vous avez eu un moment où vous étiez bloqué? C'est ça Non. la question. C'est que je sentais mes maladresses de débutant pour écrire parce que je n'avais pas cet outil de la prose, de d'essayiste. Mais c'était plutôt technique. Mais après, c'était vraiment salutaire et libérateur. C'était comme si, vous savez, chaque fois, c'est vrai, vous dites qu'il y avait des éléments déjà au début de mon écriture, mais j'ai l'impression que c'était quelque chose que je cherchais depuis le début, peut-être, et quand on la trouve, c'est, qu'est-ce que ça fait? Voilà, donc qu'est-ce que ça fait du bien? Donc c'est à partir de, je pense, de 2011, les livres que j'ai publiés, ce sont bien sûr à la fois signés par Yoko Sekiguchi, mais je suis là comme une sorte de factrice des lettres, ouais, qui sait bien faire le tri. Voilà, ces lettres-là, ce message-là devait aller à telle personne, et je pense de plus en plus à ce genre littéraire qui existe bel et bien au Japon, qu'on appelle l'écriture de l'écoute. Kikigaki, donc kiki vient de verbe kiku, donc écouter, et kaki, c'est écrire. Et il n'y a pas ce mot en français ni en anglais. Bon, bien sûr, équivalent existe comme écriture, reportage, de témoignage. Mais ce n'est pas l'écriture d'écoute, alors que moi je pense de plus en plus que c'est en écoutant qu'on peut... Enfin, le fait d'écrire et d'écouter, ces deux actes sont inséparables. Et c'est un genre littéraire au Japon? Ouais, c'est un genre littéraire. C'est étrange que ça n'existe. Enfin, ça existe, mais que c'est d'une autre manière, quoi. En tout cas, pour vous, ça a été la clé d'une nouvelle façon d'écrire qui vous ressemblait apparemment totalement, quoi. Cette clé, c'était d'écouter. Et puis aussi, on a l'impression, et ce qui est vrai, que l'acte d'écrire est très solitaire. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, à partir du moment où on a la présence des autres, il y a un côté mais très sain aussi, et ça m'a vraiment facilité, même dans ma vie quotidienne, je peux écrire beaucoup plus facilement. C'est parce que je ne suis plus seule. Et alors, il y a une autre notion qui est arrivée, je crois, à peu près à ce moment-là, c'est l'idée de recueillir à travers vos livres les archives sensorielles, vous appelez souvent ça comme ça, et notamment d'écrire sur ce qui est devenu un thème important, la cuisine, le goût. Comment c'est venu à partir de ce n'est pas un hasard, ce désir-là? Je pense que les archives sensorielles, sur les perceptions, on ne peut qu'apercevoir et percevoir ce monde extérieur par le moyen des cinq sens. J'ai de plus en plus une sorte de méfiance, de ne traiter que des pensées qui finalement ne naissent pas comme ça. La tonalité de la voix aussi qui fait sentir quelque chose. Quand quelqu'un qui est à côté de vous, qui tout d'un coup marche un peu plus lentement, ça signifie aussi quelque chose. Et en fait, finalement, il n'y a pas une pensée qui sort comme ça tout seul. Et donc, je pense que de donner l'importance à ces détails sensoriels, et non seulement pour moi, mais important pour tout le monde. Alors c'est à partir de ça que vous avez écrit notamment des livres que j'ai ici, Nagori, Fade. J'ai aussi le livre L'Astringent ici. Ces livres-là, comment est-ce qu'ils vous sont venus? Est-ce que à chaque fois vous partez d'une notion? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça vient? C'est le bienfait de travail de traductrice. Vous avez bien fait de mettre ces trois livres, Fade, Nagori, et puis j'ai oublié l'autre, L'Astringent. Oui. Ils sont nés de mes questionnements au cours de travail de traductrice, parce que ce sont des mots qui me posaient des questions, qui me posaient des problèmes. Aussi, j'avais de mal à traduire le mot fade. Et à ce moment-là, je me dis, mais quelle différence existe entre la culture japonaise et la culture française pour avoir cette difficulté? Parce que lorsque la difficulté existe entre deux langues pour traduire d'un mot à l'autre, d'une langue à l'autre, c'est justement parce qu'il y a derrière
la différence culturelle, historique ou linguistique ou autre, enfin qui existe. Donc c'est traduire, c'est aussi toujours réfléchir sur non seulement sur les mots, mais aussi sur cette différence culturelle. Et donc parfois un mot peut être traduit par un autre mot. Et puis parfois pour traduire un mot, on a besoin d'un livre. Nagoli, c'est le livre traduction. En fait, ce livre traduit le mot Nagoli en français. Alors tout ce que vous nous dites vraiment est très très présent dans votre dernier livre, 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. Donc c'est le portrait d'une ville à travers sa cuisine. C'est un livre qui vous a été proposé. Donc on retrouve cette idée d'écrire avec les autres, non seulement avec les personnes qui vivent à Beyrouth, mais aussi avec les personnes qui vous ont proposé cette idée, qui avaient ce désir-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, cette écriture pour vous? Oui, au début, donc c'était une commande, c'était en 2018, c'était, je pense, le dernier moment où cette ville pouvait vivre d'une insouciance, d'une certaine insouciance, parce que bon, il y avait déjà le problème qui commençait. J'ai recueilli les propos des Beyrouthins qui nous racontaient les histoires de cuisine, qui me montraient comment faire certains plats, et souvent, donc j'ai remarqué que quand je leur demande de me raconter l'histoire de cuisine, ça basculait vers le souvenir de la guerre. Et comme tout à l'heure, ce que je vous disais, en fait, les sentiments tout seuls n'existent pas. Si je veux, par exemple, aux gens qui ont connu la guerre, si je leur demandais, alors, bon, racontez-moi la souffrance pendant la guerre, enfin, je pense qu'ils ne raconteraient jamais. Ce sont les détails comme ça de pomelo confit, qui finalement, au lieu d'être confit, étaient calcinés parce que, en fait, pendant qu'il faisait la cuisine, il y avait un bombardement, donc ils sont descendus dans le refuge et puis ils sont retournés, enfin après le bombardement, la cuisine n'existait plus, le pomelo était calciné. Donc c'est en fait au début, cette femme voulait raconter de l'histoire de pomelo, mais après c'est devenu l'histoire de la guerre. Donc et c'est à ce moment-là qu'on sent le sentiment, l'expérience. Parfois beaucoup plus forte, beaucoup plus de façon partagée aussi. Et bon, c'est une ville qui est aussi remplie de sens. Parfois ça sent super bon des fleurs, parfois ça sent les poubelles non ramassées, et c'est sonore, c'est odorant, c'est tactile, et donc je pense que c'était ça aussi que je voulais rendre dans mes textes. Mais c'est extraordinaire, enfin à la fois le mélange de joie de vivre, de mémoire, de traumatisme, d'émotions que vous recueillez dans ce livre à travers des récits culinaires. Je vais juste citer une phrase qui me paraît absolument éclairante par rapport à tout ce que vous nous dites là, parce que donc c'est fait par petites entrées ce livre, et l'entrée 292 s'appelle « Tiens, mange ça, c'est bon ». Si seulement je pouvais passer le reste de ma vie à tendre les mains. Il existe certains gestes pour la cuisine. Que tendre les mains soit mon geste pour l'écriture. Je voudrais aussi recevoir les mains qu'on me tend, comme pour me dire « Tiens, mange ça, c'est bon ». C'est vraiment une très belle analogie entre le geste de cuisine et puis le geste d'écouter pour écrire. Oui, c'est vrai. Mettre les voix des autres, ça peut être très risqué, parce que l'acte d'écrire et en soi, c'est la prise de pouvoir. Publier ce qu'on écrit, c'est un pouvoir de plus. Quand on écrit, quand on transcrit, quand on écoute la voix des autres, il faut faire toujours très attention, et écrire avec les autres, c'est très joyeux, comme je vous ai dit, parce qu'on ne se sent pas de tout seul. Mais en même temps, il faut toujours penser, ces phrases-là sont comme les personnes elles-mêmes, et ne sont pas les phrases que je peux utiliser comme les outils. Et je pense que c'est à partir de ce livre aussi que je commence à penser de plus en plus, non seulement les personnes, mais aussi prendre les odeurs, ces sensations chaque fois aussi comme une personne. Je sais pas, la présence des
des insectes, les frémissements des arbres. Je pense de plus en plus comment on ne pourrait pas écrire un roman où peut-être il n'y a rien qui se passe, mais que la comédie humaine n'existerait pas dans ce livre, mais qu'il y ait des personnages qui ne sont pas des êtres humains. Enfin, c'est un défi un peu voué à l'échec, mais j'aimerais bien faire un livre comme ça. Il y avait un ami, un créateur de mode, qui disait ah oui, j'aurais bien faire un roman où une robe est mon héroïne et c'est le personnage principal de mon roman. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et c'est vrai que j'aimerais bien faire un roman où l'odeur est le personnage principal. Mais ça va être le thème de nos exercices d'écriture, donc vous me faites une parfaite transition. On va terminer ce podcast, Ryoko, avec un exercice d'écriture qu'on donne aux personnes qui nous écoutent et qui sera le même pour commencer les exercices d'écriture avec vous qui êtes présents ce soir. On vous écoute pour le premier exercice d'écriture. Alors, cet exercice est inspiré d'un livre que je vais éditer bientôt dans la collection que je dirige, donc le Banquet. C'est le livre d'un auteur essayiste d'ailleurs, Kozaburo Arashiyama. C'est le carnet d'un amateur de la cuisine japonaise. Il essaye, donc justement en tant qu'amateur de la cuisine japonaise, de préparer plusieurs mets, mais qui sont improbables. Et il essaie de manger en pédalant, et donc en courant et vient. Enfin, il essaie d'inventer. C'est très drôle. Ah oui, 100 recettes de soupe miso et il essaie de mettre plein de choses comestibles, non comestibles. Ça dérive dans tous les sens et c'est extraordinaire. Alors donc excuse-moi. Et l'exercice que je vais vous donner, c'est manger la faim. F-A-I-M. Et donc, quand on a faim, par exemple, souvent, on a plusieurs régimes, il y a plusieurs livres de régimes possibles et imaginables. Et puis, il dit, mais pourquoi pas, quand on a faim, on va prendre la faim comme un ingrédient, mais on va cuisiner. Et donc, il essaie de donc lui, il propose des tas de recettes à la fin. Voilà, de faire le tempura, bien le sauté, meunière, tout ça. Mais bon, je ne raconte pas tout ce qu'il a fait. Et puis, je voudrais bien, avoir votre recette à vous. Comment vous allez cuisiner votre faim? Et alors là, le jeu, du coup, ça va être vraiment d'écrire un texte assez court, qui contienne cette recette. Ça peut être un texte ou ça peut être une recette écrite d'une façon plus ou moins poétique, enfin vraiment selon vos inspirations. Et vous avez 10 minutes pour ça. Donc c'est très court. Et donc c'est soit pourquoi cette recette est meilleure pour accommoder votre faim. Et puis peut-être quel goût ça. Ryoko Sekiguchi a ensuite proposé d'autres exercices d'écriture aux personnes présentes pendant la masterclass, tous autour du thème « Écrire ce qui n'a pas de corps ». J'en partage quelques-uns avec vous. Décrire en une seule phrase la voix de Ryoko ou la mienne. Autre exercice, trouver 3 mots pour définir l'odeur du lieu où vous vous trouvez et expliquer pourquoi ces 3 mots. Enfin, se souvenir en une phrase de la première chose que vous ayez touchée en entrant dans le lieu où vous êtes. Ryoko a avoué elle-même que les exercices étaient corsés. Écrire votre voix, mais moi je ne pouvais pas le faire, et donc je vous le donne. Pour ma part, même si je suis très frustrée et que j'adorerais partager avec vous la suite de la soirée, j'ai promis aux personnes présentes que je ne diffuserai rien pour qu'elles se sentent libres de lire leur création en public. Je peux quand même vous donner une petite idée du degré de fantaisie qui échauffait les esprits en vous faisant entendre quelques extraits de la conversation entre Ryoko et son public. À la question « Quel est votre mot préféré en français et en japonais ?», Ryoko a répondu « Je suis superstitieuse. Enfin, je crois en mots. Je pense que c'est mon côté poète qui donne plus d'importance peut-être aux mots que l'histoire. Et j'ai peur que si je dis
le mot préféré, c'est ça. Les autres ne viennent plus dire ah non. Je refuse d'être utilisée par Yuko Sekiguchi. Et ça, j'ai très peur. Donc, j'ai des mots que je préfère, mais je ne dirai pas ouvertement. J'ai l'impression qu'ils vont vous fuir. Ah, je crois vraiment. Non, mais c'est vrai que j'ai tendance à trop, enfin pas personnifier, mais penser tout ce qui nous entoure comme les êtres. Autre échange que j'ai très envie de vous faire entendre. J'ai une question. Écrivez-vous le ventre vide ou le ventre plein? Je commence à écrire le ventre plein et quand je finis, j'ai le ventre vide. C'est comme une sorte d'énergie. Et vous vous arrêtez, c'est comme un sablier. Vous arrêtez quand vous avez faim. Non, mais c'est une bonne question parce que je commence tout de suite à travailler après mon petit déjeuner et puis j'arrête. À l'heure du déjeuner. Voilà. Non, mais c'est le cas de tout le monde, non? Je sais pas. Parce qu'on peut écrire la nuit, et la nuit, il y a des écrivains qui écrivent en pleine nuit jusqu'au matin. Ça, vous le faites pas? J'étais comme ça quand j'étais poète. Peut-être quand on est poète, voilà, comme on dit, on tient un voilà, truc là. Ouais, on mange pas. La poésie, c'est le ventre vide. Je dis n'importe quoi. Oui. Allez, une dernière gourmandise littéraire pour la route. Une personne a posé la question de savoir ce que Ryoko mangeait au petit déjeuner avant d'écrire et si cela influençait ou non son écriture. Réponse. Ah, flûte, ça n'a fait aucun effet à ce que j'écris. Ça ne change rien. Ah non, mais c'est dommage. Encore une fois, c'est une super question. Parce qu'en général, je suis plutôt quelqu'un qui commence par le sucré. Donc voilà, le café, et puis quelques biscuits. Parce que je sais pas si vous avez entendu tous, mais on a fait un test micro et la question récurrente quand on fait un test micro, c'est qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner? Et Ryoko m'a répondu une réponse étonnante, c'était une baguette alimentale avec de l'ail aux ours. Ouais, parce que je venais de rentrer de Clermont-Ferrand et puis j'ai acheté ça au marché, enfin ça m'a levé. Et donc ça aurait pu changer quelque chose. Ça m'est rien. Rien, peut-être rien, je sais pas. Peut-être oui, parce que je suis pas, c'est vrai, je suis pas lectrice bonne lectrice. Peut-être quelqu'un qui me dit et dire waouh, ça sent ça sent le fromage et ça l'ail, sent le comté. Pour assister à ce type d'événement et en profiter pleinement, rendez-vous aux prochaines masterclass de l'école Les Mots en vous renseignant sur le site lesmots.co ou en venant directement sur place aux 4 rue Dante à Paris. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez Parlé et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. À bientôt! Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire? Dois-je fumer du crack, que craquer pour des femmes, pour devenir une machine à écrire? Machine en plein dans la caboche. Oh, je la moche bien, mon pauvre Macintosh, pour lâcher